Merci de l'exposé détaillé qui vient d'être présenté, mais évidemment, j'ai un certain nombre de remarques au fond et puis aussi sur la forme que je voudrais pouvoir formuler. Tout d'abord, ça a été dit d'ailleurs par le président en exergue à nos travaux, on est sur une situation qui est historique, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire une étape inquiétante sur l'évolution des finances départementales, ou plutôt sur la dégradation des finances départementales. Sur ce constat, évidemment, personne ne peut se satisfaire de ce constat, parce qu'on se doute bien, et les uns et les autres, quels que soient les bancs sur lesquels on siège dans l'Assemblée, que ce constat aura aussi demain des répercussions, ou en tout cas des impacts significatifs sur un certain nombre de politiques publiques. Il faudra sans doute réarbitrer, comme cela a déjà été commencé. Moi, je voudrais, de façon préliminaire, qu'on se rappelle quand même, au moment du vote du BP 2025, l'état d'esprit qui régnait sur ces bancs. Et vos propres propos, Madame la vice-présidente, sur l'état des finances départementales. Effectivement, l'année 2024, je vous cite, n'a pas été celle dont nous avons rêvé quand il y a un an, nous avons présenté le budget de l'année précédente. OK. Mais nous n'en sommes pas non plus à un résultat qui ferait que nous serions en danger. On peut considérer au niveau de l'atterrissage du compte administratif 2024 que, sans reprendre le terme danger qui était le vôtre, en tout cas, nous sommes dans une situation qui est une situation où la déconnexion entre les stratégies budgétaires, la réalité économique, celle des recettes sur lesquelles je reviendrai, est une combinaison dangereuse au sens premier du terme. Alors, quand on analyse les résultats du compte administratif 2024, on regrette, comme je l'ai fait tout à l'heure en exergue à nos travaux, on regrette évidemment de ne pas avoir eu ces éléments en amont. Pourquoi ? Une clôture, en tout cas un résultat de clôture de 47 millions d'euros de déficit, premier élément. Des recettes qui peuvent en partie expliquer ce résultat négatif, puisqu'on a un écart très important sur les recettes. Alors, vous avez signalé les DMTO. Je reviendrai sur la prévision de DMTO qui avait été inscrite en 2024. L'erreur de calcul de la TVA par Bercy, pourquoi pas. En tout cas, on a une section sur les recettes qui baisse de presque 5%, c'est-à-dire 4,8%. Et donc un écart significatif entre les prévisions de recettes, les produits essentiellement de la DMTO, de la TVA, et l'atterrissage en recettes, où il manque à peu près 90 millions d'euros sur le compte administratif. En tout cas, c'est comme ça que ça perçoit. Et puis, troisième point, même si vous avez raison de le souligner, on n'a pas la main complète sur les questions de masse salariale, considérons quand même qu'elles ont évolué aussi de façon significative, je ne dirais pas dérapage, mais 3,88%, ce qui, au passage, on aura peut-être des échanges sur cette question, pose des questions fortes sur les engagements qui ont été pris au BP 2025, qui, je pense, à ce stade d'exécution du budget, sont déjà peut-être difficiles à atteindre, tels qu'ils avaient été formulés. Alors un mot sur la baisse des DMTO. On a eu l'habitude ici... Les DMTO, c'est toujours évidemment la recette qu'on scrute, compte tenu de son importance quantitative. Il y a un élément qui est quand même assez étonnant et sur lequel j'aimerais vous entendre. En 2023, si mes souvenirs sont bons, on a une baisse des DMTO avec un seuil de DMTO à 411 millions d'euros. Et on sait... En tout cas, je pense que c'était de notoriété, que la trajectoire des DMTO n'est pas très favorable. Or, on inscrit, et alors là, le décalage, évidemment, saute aux yeux au compte administratif, on inscrit non pas 411 millions d'euros, ou un peu moins. Vous faites le choix d'inscrire en DMTO, en 2024, 415 millions d'euros. C'est-à-dire, en fait, je ne sais pas si on était les seuls en France à imaginer que les DMTO allaient augmenter, mais en fait, vous fondiez le budget sur une recette de DMTO supplémentaire à celle de 2023. Alors ça, c'est déjà étonnant. Et c'est d'autant plus étonnant que le final, c'est 342 millions d'euros. Donc là, le décalage, il est vraiment substantiel en recettes.
Évidemment, on ne maîtrise pas la recette. Je ne peux pas vous faire le mauvais procès de vous dire la recette est insuffisante et on n'a pas la main dessus, donc forcément. Mais quand même, hein, prévoir une hausse des DMTO en 2024, c'est quand même quelque chose d'étonnant et de très étonnant. Et donc, au final, il y a une part d'imprévision, de mon point de vue, sur la partie recette, que je dis les choses comme je les pense, et je pense qu'il eût été sans doute préférable d'être un peu plus prudent après les baisses qu'on avait déjà enregistrées. Donc, une question qui se pose, c'est pourquoi avoir inscrit des recettes de DMTO en hausse sur ce BP 2024 ? Autre élément important dans ce qui nous est donné à voir à travers ce BP, et je vais quand même nous ramener au débat du BP 2025, parce que comme vous avez fait comparer des prévisions à des prévisions et qu'aujourd'hui on a l'atterrissage, ben on peut enfin avoir un débat sur le fond. L'effondrement historique de l'épargne brute, hein, qui est aujourd'hui l'élément majeur là, du compte administratif que nous sommes en train de regarder. Donc, épargne brute 2023 à 31 millions d'euros. Et vous inscrivez, et souvenez-vous, pendant le débat budgétaire, je vous ai dit, j'y crois pas du tout. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Vous inscrivez au BP 2025 plus de 37 millions d'euros. Avec, en plus, alors là, je veux dire, c'est incroyable, une projection d'épargne brute à plus de 100 millions d'euros en 2027. C'est ce que vous nous avez dit au BP. Alors là aussi, il faut nous expliquer, en fait. Soit vous n'aviez pas les chiffres du compte administratif, mais vous venez de nous dire que le président, depuis le mois de février, alerte. Donc, s'il alerte depuis le mois de février, c'est qu'il avait les chiffres. En tout cas, j'imagine. Peut-être je me trompe, mais... Donc, si le président, depuis le mois de février, alerte l'État et l'ensemble de notre environnement et l'ensemble des départements de France pour expliquer la grande difficulté devant laquelle on va être placé, alors il faut nous dire pourquoi vous avez inscrit ces taux d'épargne brute au budget, au BP 2025. C'est une question fondamentale par rapport à la gouvernance et au débat budgétaire qu'on a ici. Parce que à partir du moment où on ne sait pas quels sont les résultats de 2024 et qu'on vote ici un budget en équilibre, parce que c'est la règle, on s'aperçoit au final que ce budget en équilibre, c'est pour ça que j'ai repris par rapport à l'intervention de notre collègue Guinaudy ce matin, le fait que le budget, de facto, si on intègre les éléments qu'on a là, bah, le budget n'était pas en équilibre. Voilà, parce que la réalité de la situation budgétaire du département n'était pas connue. Donc ça pose une question fondamentale de ce BP 2025 sur la façon dont il a été construit, présenté au débat ici dans l'Assemblée, avec les arbitrages qu'on connaît. Alors évidemment, j'imagine l'inconfort, pas vraiment à moi de le signaler, mais j'imagine l'inconfort quand après quelques mois, et je vous en donne je veux dire, la réalité d'arbitrage douloureux qui ont dû être réalisés par les services et par les collègues dans les différentes délégations, je comprends que peut-être, mais c'est vous qui avez l'explication, c'est pas moi, peut-être il était difficile d'aller plus loin. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y avait un minimum de transparence, et j'utilise le mot à dessein, à apporter sur ce BP 2025 au regard des éléments corroborés. Donc quand je vous disais que j'avais des doutes sérieux sur les prévisions d'épargne brute qui me paraissaient, je reprends mes termes, assez peu raisonnables, j'étais gentil, hein, pour ne pas dire complètement irréaliste, compte tenu des éléments à notre connaissance, je pense que c'est une réalité que cela. Parlons un peu de la dette. Parce que quand, évidemment, il faut relativiser, on se compare. C'est normal, tout le monde fait ça. Donc, en proportion, etc., un peu moins que les autres, etc. Peut-être. Mais qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui dans la phase où nous sommes? C'est moins le niveau de la dette que le fait que l'épargne négative dans laquelle nous sommes entrés ne nous donne plus les capacités de financer nos investissements. C'est ça qui est problématique aujourd'hui. Ce n'est pas le niveau de la dette dans l'absolu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
il faut recourir à l'emprunt pour financer les investissements du département. Et ça, c'est une question importante parce que nous sommes dans une spirale où, à chaque fois que nous allons recourir à l'emprunt pour financer les investissements, parce qu'il est quand même aussi important d'investir, on est d'accord, eh bien, on va renforcer le niveau de la dette et on alourdira d'autant en fonctionnement, avec les emprunts, avec les intérêts des emprunts, le budget de fonctionnement du conseil départemental. Donc, nous sommes dans une situation qui, de ce point de vue, n'est pas satisfaisante non plus parce que, en l'absence d'épargne, dans cette logique qui est celle du financement de nos investissements, on va se retrouver avec des difficultés importantes. Et d'ailleurs, nos capacités de désendettement commencent à s'aggraver. C'est normal, hein, puisque le solde de la dette est plus important. Voilà. Donc, deux éléments structurants dans mon intervention. Le premier, c'est pourquoi ces prévisions irréalistes à 415 millions d'euros des DMTO. Ça reste un mystère pour nous, qui se finissent par un écart de 73 millions d'euros avec un atterrissage à 342 millions d'euros. Et puis, seconde question très importante, au moins en ce qui concerne les échanges qu'on peut avoir, la question de l'absence volontaire de données d'atterrissage au BP 2025 sur le réalisé de 2024. Parce que je ne sais pas comment vous faites, mais on a un certain nombre ici à siéger dans d'autres organismes, que ce soit communaux ou intercommunaux. Il me semble que quand on prévoit un budget, on regarde quand même comment on a atterri l'année d'avant. Il me semble que c'est une question basique, hein. Je pense qu'il n'y a pas un collègue maire ici, par exemple, ou qui siège dans des intercommunalités ou préside des intercommunalités, qui ne fasse cela. On regarde toujours l'atterrissage pour savoir comment demain on va construire le budget de l'année d'après. Ça me paraît la règle. Bon. Donc ici, c'est pas le cas. Donc il faut nous expliquer pourquoi on n'a pas présenté ces éléments au budget. Alors j'entends une petite musique qui s'installe, qui est douce pour moi, nous indiquant que l'IGS va mettre en place. J'aime pas d'ailleurs le terme, j'ai dit, mais enfin on verra si l'IGS et les bœufs carottes débarquent. On va aussi avoir une commission qui va se mettre en place. J'ai envie de dire, ça fait 2 ans qu'on demande les choses. Ça fait 2 ans. Donc moi je serai, au titre du groupe Gironde Avenir, très attentif aux modalités de fonctionnement, aux missions et aux moyens de cette commission. Pas du tout envie de participer à une commission Théodule dont les moyens d'analyse fine des dépenses et des recettes ne seraient pas à la hauteur des débats qu'on doit avoir ensemble. Donc j'espère qu'on aura la présentation d'une lettre de mission ou d'une mission qui sera la plus précise possible et au cours de laquelle on pourra les uns et les autres examiner les chiffres du département parce que effectivement il y a besoin de transparence. Il y a besoin de transparence. Je pense que la transparence, depuis que les difficultés apparaissent, je pense qu'il y a moins de transparence qu'on en a eu dans le passé sur ces questions. Voilà. Je comprends qu'elles soient difficiles à gérer. C'est la lourdeur des tâches exécutives, mais il est nécessaire quand même que la situation soit la plus transparente possible, sachant que une fois de plus, peut-être vous répondrez aussi à cela, une fois de plus, on a des intervenants extérieurs, je citais la Chambre régionale des comptes ce matin, qui nous disent qu'il reste quelques marges de manœuvre. Moi, je veux dire, si les marges de manœuvre n'existent pas, je suis prêt à l'entendre, mais je pense qu'on aurait intérêt à le démontrer. Et sans doute, ça ferait peut-être partie d'un travail à réaliser. Au moins, comme ça, les choses seraient dites, parce que si ce qui n'est pas évalué, n'est pas chiffré, aujourd'hui, donne une impression d'absence de volonté sur ces questions. Et donc voilà. Donc pourquoi ces chiffres ne nous ont pas été donnés au moment du BP 2025, vous allez nous le dire. Et puis, in fine, je termine par là, comment allons-nous sur cette trajectoire, d'abord essayer de la contenir ou de redresser, les solutions externes étant évidemment des solutions importantes avec un débat politique au niveau national. Hein, vous l'avez dit, sur la refonte des recettes, sans doute. Il y a tout ce travail. Mais en attendant, comment, ici et maintenant, dans cette Assemblée, allons-nous faire pour intégrer ce résultat déficitaire, sachant que nous sommes au mois de juillet. Bon. Vous l'avez dit, l'exécution est souvent contrainte par les dépenses aussi enregistrées. Donc si on attend le mois d'octobre, il restera 3 mois. Je pense qu'on n'aura plus aucune marge de manœuvre. Donc voilà, la question très claire. Que fait-on maintenant? Comment fait-on pour résorber ce déficit
désormais avérée et clairement chiffrée. Merci.